InnoAINO, le podcast qui décortique l'innovation côté retail. Réalité virtuelle, assistants vocaux, blockchain, reconnaissance d'image. Comment ces innovations révolutionnent-elles le quotidien des consommateurs et des professionnels de la distribution ? Les experts de l'échangeur Guillaume Rio et Nicolas Diacono, accompagnés d'un start-upper du domaine, décryptent les enjeux liés aux usages de ces nouvelles technologies. Pour être au fait des dernières tendances retail, suivez l'échangeur BNP Paribas Personal Finance sur Twitter et LinkedIn. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'InnoAINO. Aujourd'hui, nous allons parler du e-sport. Si le sujet peut vous paraître déconnecté de votre quotidien et n'être que l'affaire que de quelques geeks, juste quelques chiffres. Le marché de l'e-sport a franchi la barre du milliard en 2019 et selon des experts, il pourrait doubler d'ici 2023. On peut donc parler d'une prochaine révolution et cela vaut le coup de passer un peu de temps ensemble afin de mieux comprendre ce phénomène. Pour parler de ce sujet, nous avons la chance de recevoir Thomas Gavache. Bonjour. Bonjour. Fondateur de GoGame Management, la première agence indépendante de gestion de partenariats et stratégie gaming e-sport en Europe. Et notre expert Nicolas, bonjour. Bonjour Guillaume. Qui est Digital Trends Analyst de l'échangeur BNP Paribas Personal Finance. Nicolas, aujourd'hui le sujet c'est le e-sport, mais beaucoup de personnes font la confusion entre le gaming et le e-sport. Peux-tu faire le différentiel entre les deux ? C'est simple en fait. Effectivement, les deux sont liés. On parle de jeux vidéo, mais il y en a un qui est vraiment à but de loisir, donc le gaming, ce qu'on peut faire chez soi quand on fait une partie de FIFA ou de Mario Kart, et on peut le faire aussi à des buts de compétition, en amateur ou en professionnel. Et là, effectivement, on est dans des modes compétitifs internationaux notamment, où on va avoir de quelques milliers à plusieurs millions de spectateurs, notamment sur les plateformes de streaming, qui vont regarder des joueurs jouer à des jeux vidéo, comme d'autres vont dans des stades de foot regarder des Neymar ou des Mbappé. Des millions, c'est énorme. Thomas, c'est qui ces millions ? C'est quel type de consommateur, de public ? C'est un public qui est assez spécifique en termes de tranche d'âge. On est à plus de 80% sur des gens qui ont entre 15 et 34 ans, donc c'est assez ciblé avec des différences hommes-femmes en fonction des jeux, mais de manière générale, c'est un public qui est aussi très masculin. Très masculin. Et les jeux, justement, c'est des jeux portés que sur le sport ou il y a différents jeux ? Alors, tu sais, c'est comme aux Jeux Olympiques, en fait. Il y a plein d'épreuves, il y a des centaines de sports. Et dans les jeux vidéo, c'est pareil. Donc, on ne fait pas d'e-sport uniquement sur des jeux de sport, de simulation de foot, de basket, de Formule 1. C'est aussi des jeux de bataille royale. Alors, les plus connus sont Fortnite ou Call of Duty Modern Warfare. Mais voilà, donc on est sur des systèmes comme ceci où on a une multitude de jeux, de typologies de jeux qui va correspondre à différents profils aussi de joueurs. Et comme dans le sport, dans la vraie vie en fait, les fans de foot sont pas forcément les mêmes qui sont fans de tennis. Et on a aussi cette même catégorisation quelque part dans le e-sport, et je pense que Thomas en sait encore plus que nous là-dessus, et le voit bien à travers tous les partenariats qu'il peut faire, qui sont des partenariats aussi ciblés en fonction de segmentation. Moi, je vois beaucoup de compétitions, de stades remplis. Quels sont les moyens pour voir ces compétitions ? Essentiellement aujourd'hui sur les plateformes de streaming, Twitch en premier, YouTube diffuse aussi des compétitions, Facebook Gaming, Twitter l'a fait fut un temps. C'est la grosse différence avec le sport, c'est quand il s'agit d'e-sport, on est dans un écosystème qui est essentiellement digital. Évidemment, quand on joue aux jeux vidéo, que ce soit sur console ou sur ordinateur, on est dans un environnement 100% digital. Et comme les usages de ces audiences, ces fameux 15-34 qui suivent l'e-sport sont eux aussi très digitaux, la consommation des contenus liés à l'e-sport se fait essentiellement sur des plateformes digitales, donc plateformes vidéo dont on a parlé, ou pour tout ce qui est actualité e-sport sur les réseaux sociaux, en tête desquels Twitter sur ce sujet-là, avec sur quelques marchés des chaînes de télévision qui commencent à diffuser de l'e-sport, mais ça reste encore minoritaire, et l'essentiel de la diffusion se fait aujourd'hui sur des plateformes en ligne. Et en complément, sur les chaînes de télé, notamment en France, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'équipe 21 a diffusé effectivement des compétitions de FIFA, de jeux de foot. On a des chaînes spécialisées comme Game One, on a aussi des chaînes en ligne spécialisées comme au gaming sur Twitch. Donc il y a un vrai écosystème aussi médiatique qui se structure pas seulement en Asie ou aux États-Unis, on pourrait se dire que c'est les deux gros marchés, mais aussi en France, avec pas mal de médias qui s'intéressent de plus en plus et qui investissent de plus en plus dans ce système-là. Quand je vous écoute par rapport à cette audience internationale qui est assez extraordinaire, j'imagine qu'il y a beaucoup d'enseignes qui sont intéressées par ce secteur.
Effectivement, de nombreuses marques s'intéressent aujourd'hui à l'e-sport. En tout cas, toutes les marques pour qui l'audience 15-34 est une cible. Ça va de l'hygiène beauté masculine pour qui les hommes 15-34 est une cible évidente, à des groupes comme par exemple BNP Paribas qui ciblent aussi les jeunes. Et ça peut répondre à différents objectifs pour les marques. Le plus commun, évidemment, la communication grand public, que ce soit pour promouvoir des produits ou des services, mais aussi pour des enjeux de marque employeur, pour attirer à soi des talents. Aujourd'hui, les entreprises qui attirent le plus les jeunes dans les différents sondages sur le sujet sont plutôt les entreprises technologiques, les startups, et pour certains groupes un peu plus anciens, on va dire, il y a aussi un vrai enjeu d'attirer à eux les talents. Donc l'e-sport peut être un levier pour rajeunir leur marque en tant qu'employeur. Et puis enfin, l'e-sport peut aussi répondre à des enjeux de communication interne, puisque le gaming et l'e-sport parmi le gaming est aujourd'hui un loisir de masse. Et donc au sein des entreprises, les collaborateurs sont aussi concernés et certains d'entre eux consomment des contenus e-sport. Donc l'e-sport peut aussi répondre à cet enjeu de fidélisation des collaborateurs pour les grands groupes. Très bien. En tant que fondateur de Good Game Management, est-ce que tu as des exemples concrets? Est-ce que tu peux nous parler d'une marque spécifique qui est très impliquée justement dans le e-sport? Alors, il y a une marque avec laquelle on a beaucoup travaillé, avec laquelle on travaille encore, c'est Orange, qui est partenaire principal du premier club e-sport français, Team Vitality. Donc, on a accompagné Team Vitality et Orange dans la mise en place de leur partenariat. Et effectivement, pour Orange, ça répond à la fois à des enjeux de communication grand public, de façon détournée pour positionner Orange comme équipementier de l'e-sport grâce à la fibre, puisqu'évidemment, pour jouer dans de bonnes conditions, il faut une bonne connexion Internet, de même que pour jouer au foot dans de bonnes conditions, il faut une bonne paire de crampons, si on fait le parallèle avec le sport en caricaturant un petit peu. Mais Orange utilise aussi ce levier pour des événements en interne à destination des collaborateurs et des enfants des collaborateurs, ou pour ses campagnes RSE. Par exemple, Team Vitality a produit des films pour Orange l'an dernier dans le cadre de la campagne d'Orange autour de sa responsabilité par rapport au temps de consommation des écrans. Il y avait toute une campagne RSE d'Orange sur ce sujet-là, et Team Vitality, donc l'e-sport, a été un levier pour communiquer sur ce sujet auprès d'audiences qui auraient par ailleurs pas forcément été touchées par les autres déclinaisons de cette campagne de la part d'Orange. Donc on voit que le spectre des sujets auxquels peut répondre l'e-sport pour les grands groupes est effectivement assez large. Nicolas, tu as d'autres exemples, d'autres enseignes? Oui, il y en a plein, tu sais, des marques qui se positionnent sur l'écosystème e-sport. Alors effectivement, il y a beaucoup d'instituts financiers, bancaires qui se positionnent, notamment sur les marques employeurs. Un des bons cas d'exemple, il me semble, c'est le CIC qui sponsorise League of Legends, qui est un jeu de stratégie d'arène au niveau universitaire, en fait le championnat universitaire, justement pour prendre la main sur les étudiants et les futurs collaborateurs de demain. Et puis on a des plus gros comme Mastercard qui sont aussi sponsors des championnats du monde du même jeu de League of Legends, des Mercedes, beaucoup de grosses marques se positionnent, et pas forcément des marques qui sont liées à l'écosystème digital ou du jeu, vraiment des marques grand public. On a aussi des distributeurs comme Carrefour qui ont créé des compétitions. On a énormément de marques, d'enseignes qui se positionnent aujourd'hui. On a même des Sephora qui étaient sponsors de compétitions de gaming pour les jeunes femmes, évidemment pour les produits de beauté. Donc voilà, donc on arrive à plein de choses, et ça brasse des milliards de dollars tous les ans. Juste le jeu vidéo, c'est 2 fois l'industrie de la musique et du cinéma. Donc il faut pas se leurrer et se dire que c'est juste un épiphénomène. C'est une vraie économie de marché avec des vrais acteurs, et même quand on regarde les prize money des vainqueurs de compétitions d'e-sport, ça dépasse parfois ce que va gagner le futur vainqueur de Roland-Garros cette année. Ah oui, donc ça brasse beaucoup d'argent. L'advertising, je comprends. Mais le côté RH, c'est plus compliqué pour moi pour comprendre. C'est-à-dire que le fait d'introduire des équipes de e-sport dans son enseigne permet de recruter plus facilement des codeurs. Peut-être c'est une image galvaudée que j'ai, ou c'est vraiment un vecteur de recrutement? Alors, pas exactement de cette façon-là, mais ça participe au rajeunissement de l'image des entreprises en tant qu'employeur. Et le jeu vidéo, comme le disait Nicolas, aujourd'hui est une industrie de masse qui concerne des centaines de millions, voire plusieurs milliards de personnes au niveau global, et qui pèse donc 2 fois plus lourd que l'industrie du cinéma et de la musique réunie. Donc ça montre à quel point ça fait partie du quotidien de toute une génération, au même titre que la musique et le cinéma par ailleurs. Et donc, ça peut aussi être un levier pour les grands groupes pour séduire les nouveaux candidats, rajeunir leur image, de même qu'il y a quelques années, les grands groupes communiquaient sur le sport pour, de la même façon, se donner une image un peu plus attirante et cool. Donc Thomas, on voit que tu travailles avec beaucoup d'entreprises. Tu peux nous expliquer en quelques mots Good Game Management?
Alors, Good Game Management, c'est une société qui a 3 ans et demi maintenant, qui s'adresse à 3 types d'acteurs, les marques, les organisations sportives et les médias, qu'on accompagne dans la compréhension de cet écosystème gaming et e-sport, la compréhension de ses audiences, de ses modes de consommation, de ses codes, et dans la mise en place de stratégies de communication, partenariat et développement en fonction de leurs besoins. Donc moi, si je veux créer une team en interne ou si je veux faire de l'advertising dans l'e-sport, je fais appel à toi. On peut gérer tous ces sujets, effectivement, et on est en relation évidemment très étroite sur ces sujets avec les gros ayants droit de l'e-sport, que ce soit des équipes professionnelles, des organisateurs de compétition, des éditeurs de jeux, même les constructeurs de consoles avec lesquels on échange très régulièrement. Donc cette connexion permanente avec tout l'écosystème gaming et e-sport permet de réunir les bons acteurs autour de la table pour répondre à peu près tous les objectifs que peuvent avoir de grands groupes sur ce sujet-là. Et il faut savoir, enfin, ce qui est intéressant aussi, au-delà de ce que dit Thomas, évidemment, c'est que l'e-sport, ça devient aussi un pourvoyeur d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi aujourd'hui, même sur le marché français et européen au global, pour intégrer des équipes, manager, parce que ils sont suivis comme des équipes de sportifs de haut niveau. Il y a tout un écosystème autour d'eux, du médecin au nutritionniste, au coach sportif, plus derrière tout l'équipe pour analyser les datas, les données qui peuvent émerger, pour mesurer la réactivité. On va jusqu'à mesurer même où se pose l'œil sur l'écran pour être le plus efficace possible lors des compétitions. Donc il y a une vraie logistique humaine derrière chaque équipe d'e-sport et pas simplement les joueurs. Et donc il y a une vraie marché de l'emploi autour de cet écosystème-là. Du coup, je te vole la vedette, Guillaume, sur les questions. Comment on arrive à rentrer dans le domaine de l'e-sport ? Effectivement, aujourd'hui, il y a un vrai marché de l'emploi qui se développe, alors plus dans le secteur du gaming au sens large que dans le secteur de l'e-sport, puisque c'est encore un secteur qui est naissant et aujourd'hui, il n'existe pas de formation à proprement parler pour travailler dans l'e-sport. Il en existe pour, en tout cas dans la promesse, c'est de devenir joueur e-sport professionnel, mais voilà, j'encouragerais pas forcément des parents à envoyer leurs enfants vers ce type de formation, c'est un parti pris que j'assume. Il existe en revanche des formations sérieuses au métier de l'industrie du jeu vidéo, que ce soit sur des fonctions marketing, finance, RH. Je pense notamment une école de commerce spécialisée qui a été créée à Lyon il y a un peu plus de 2 ans, qui s'appelle Gaming Campus, qui forme des étudiants sur ces sujets-là, de même qu'il existe depuis un peu plus longtemps des écoles de développeurs. L'industrie du jeu vidéo, donc l'industrie du gaming au sens large évidemment, est pourvoyeuse d'emplois avec notamment le fleuron français Ubisoft. Mais quand il s'agit d'e-sport, en revanche, les débouchés sont aujourd'hui beaucoup plus limités. Alors c'est vrai que les grands clubs e-sport, je vais encore parler de Team Vitality parce que c'est vraiment le fleuron de l'e-sport français, on pourrait parler de clubs de niveau plus national comme Gamers Origin ou Team LDLC, ont aujourd'hui des staffs complets qui vont de l'encadrement des joueurs, effectivement, des préparateurs sportifs, des nutritionnistes, des coachs, qui sont, quand il s'agit de tout ce qui tourne autour de l'e-sportif, comme tout ce qui tourne autour du sportif dans le sport, sont des métiers assez nouveaux. Et puis, si je reprends l'exemple d'une équipe comme Team Vitality, qui compte aujourd'hui près d'une 50aine d'employés, alors il y a 3 ans et demi, quand on a commencé à travailler ensemble, ils n'étaient que 3, les 2 fondateurs et leur community manager, et ils ont aujourd'hui des gens qui gèrent le marketing, le développement commercial, les RH, la finance, le développement de contenu, la stratégie digitale, donc sur des métiers qu'on retrouve dans d'autres industries, mais qui évidemment se créent dans l'e-sport. Tu viens de parler de Team Vitality, beaucoup d'auditeurs ne connaissent pas, ils sont indépendants ? Team Vitality sont indépendants. Alors, ils ont récemment levé beaucoup d'argent, plusieurs dizaines de millions de dollars sur les 2 dernières années via un investisseur privé, mais ils sont encore indépendants, ils n'appartiennent pas à un grand groupe. Et donc Team Vitality, c'est le fleuron de l'e-sport à la française. C'est un club e-sport français professionnel qui fait aujourd'hui partie du top 10 mondial à la fois en termes d'audience, de résultats sur ses différentes équipes, sur les différents jeux, et qui est situé à Paris. Et d'ailleurs, je vous invite à faire un tour à leurs locaux boulevard Sébastopol. Voilà, ça donne une bonne vision du niveau de développement d'une top équipe e-sport aujourd'hui. J'ai une question pour vous deux. Vous voyez comment le futur du gaming, parce que nous, dans les derniers podcasts qu'on a fait, on a parlé beaucoup de réalité augmentée, de casques d'immersion. Est-ce que ces nouveaux supports vont révolutionner justement le e-sport ? Vous le voyez comment ? Bon, je commence par toi, Nicolas. Alors, effectivement, on peut parler de la technologie. Moi, je parlais plutôt de l'intégration et la démocratisation, en tout cas, du sujet gaming plus que de l'e-sport, même si les deux sont forcément liés. Et notamment, je pense, dans le milieu éducatif. Il y a toujours cette mauvaise image, en fait, globalement, du jeu vidéo, et des dangers que ça peut provoquer. Mais il faut savoir que, notamment aux États-Unis, c'est un vrai vecteur d'insertion qui est pas discriminant. Je prends un cas concret. Dans le sport classique américain, en fait, pour entrer et avoir des bourses, il faut être le meilleur basketteur, le meilleur joueur de foot américain, le meilleur hockeyeur, ainsi de suite. Et en fait, on exclut des joueurs. Parce que l'équipe est limitée à une quinzaine de personnes dans le basket, par exemple. Donc, on exclut les 40 autres gamins qui peuvent pas être sélectionnés parce qu'ils sont pas assez bons. Et dans le gaming et l'e-sport, c'est pas le cas. Et notamment, il y a de plus en plus de lycées qui font ça aux États-Unis et qui utilisent le jeu vidéo
Et donc, il suffit juste d'avoir la moyenne. Dès que vous avez plus de la moyenne ou la moyenne, vous pouvez accéder aux salles de gaming, de jeux vidéo et participer à des compétitions à l'intérieur du lycée. Et du coup, ils se sont aperçus avec les forces de l'ordre autour des lycées que ça avait fait diminuer en moyenne entre 20 et 30% la petite délinquance. Donc, on voit qu'il y a une faction d'insertion et aussi de limiter ces petits délits. Et aujourd'hui, aux États-Unis, il y a même des bourses qui sont proposées pour aller étudier à l'université aux bons joueurs de jeux vidéo parce qu'il y a de l'audience, il y a du business. Et donc, on crée des équipes universitaires de e-sport et ça permet de financer ses études. Donc ça, c'est intéressant sur une notion éducative. Et je pense que c'est intéressant que ça travaille dans ce bon sens-là. En tout cas, j'espère, je le souhaite, en Europe et en France, évidemment. Et le futur de l'e-sport, alors, on va pas être encore en mode Ready Player One pour la prochaine décennie, peut-être celle d'après, mais c'est toujours compliqué. Alors, à titre personnel, les jeux en VR ou en réalité augmentée, je pense pas que ça prenne tout de suite, en tout cas pour le grand public et vraiment pour la notion compétitive e-sport. Tu confirmes, Thomas ? Effectivement, les nouveaux supports sont en phase d'adoption, mais ça reste encore assez niche. En revanche, je ne sais pas si l'on parle vraiment d'e-sport ou de gaming, mais je trouve qu'il y a une personnalité de l'industrie qui a un point de vue très intéressant dessus. C'est Tim Sweeney, qui est le CEO et fondateur d'Epic Games, donc qui développe notamment Fortnite, c'est pour ça qu'on les connaît aujourd'hui, et qui voit l'évolution du jeu vidéo comme une expérience sociale. Et Fortnite en est un très bon exemple. Alors on se souvient, pour ceux qui sont un peu plus âgés comme nous, qui ont connu Second Life il y a quelques années, si j'ai bonne mémoire, au début des années 2000. Un peu dans le même état d'esprit, en fait, aujourd'hui, Fortnite, qui est à la base un Battle Royale, donc c'est-à-dire on est lâché à 100 sur une carte et le dernier survivant gagne la partie, devient de plus en plus un lieu de socialisation pour un public qui, alors s'agissant de Fortnite, on est sur des joueurs qui sont un peu plus jeunes, des préadolescents et adolescents, qui le soir peuvent pas sortir pour se retrouver parce qu'ils habitent tout simplement encore chez leurs parents et qui utilisent Fortnite comme un moyen de passer du temps ensemble. Et d'ailleurs, Epic Games a sorti récemment une version de Fortnite dans laquelle il n'est plus du tout question de se tirer dessus dans l'univers cartoon du jeu, mais simplement de passer du temps dans le jeu avec les concerts dont on a entendu parler, notamment le fameux concert de Travis Scott, gros rappeur américain, qui a réuni des millions de personnes. Et qui a fait sauter les serveurs. Et qui a fait sauter les serveurs dans le jeu Fortnite. C'était un concert virtuel avec un avatar virtuel du rappeur. Et je trouve que ce point de vue-là est intéressant. Effectivement, l'e-sport, le jeu vidéo en ligne de manière générale, l'e-sport en particulier, on l'a vu avec des jeux comme Second Life dont je parlais, mais je pense aussi à World of Warcraft par exemple, où tous ces MMORPG, c'est l'acronyme un peu barbare, mais les jeux multijoueurs, RPG multijoueurs qui ont été très populaires il y a une dizaine d'années, répondaient aussi à ce besoin, ou en tout cas entretenaient la socialisation entre les joueurs. Et certaines personnes, il y a plein d'histoires comme ça, sont devenues amies, se sont rencontrées, se sont mariées même, en s'étant initialement rencontrées dans le jeu. Et l'e-sport est un moyen, pour la plupart des gros jeux e-sport qui se pratiquent en équipe, je pense à League of Legends, je pense à Counter-Strike, sont des jeux qui permettent de tout simplement passer du temps avec ses amis. Alors pour l'anecdote, je ne sais pas si c'est intéressant de le préciser, mais pendant le confinement, le fait de jouer à Counter-Strike, en ce qui me concerne, qui est le jeu e-sport auquel je joue, ça a été un moyen de passer du temps avec des amis pendant le confinement, que j'ai passé avec ma compagne par ailleurs, mais de se retrouver tous les soirs pour jouer quand on ne pouvait pas se retrouver en vrai. Et pour de nombreux joueurs, c'est un moyen de sociabiliser. Tu parlais justement du confinement. Est-ce que le confinement a favorisé justement beaucoup de nouveaux adeptes ? En tout cas, si on s'en tient aux chiffres d'audience, il y a eu une vraie explosion d'audience pour à la fois les compétitions e-sport et du nombre de joueurs de manière générale, avec quelques indicateurs assez révélateurs, comme le fait que Nintendo, par exemple, est en rupture de stock de sa console Nintendo Switch, l'explosion des chiffres sur le jeu Animal Crossing qui est sorti en même temps, donc là on n'est plus du tout dans l'e-sport, on est dans l'écosystème gaming, mais... Et depuis la sortie du confinement, on voit encore les répercussions que ça a eu sur le fait que les gens ont passé beaucoup plus de temps devant un ordinateur ou une console pour jouer, pour consommer des contenus e-sport. Les principales compétitions e-sport sur les principaux jeux ont atteint des records d'audience cette année, avec des pics de spectateurs à plus d'1 million de personnes pour les finales du championnat d'Europe de League of Legends ou de Counter-Strike par exemple, et des taux de croissance à 2 chiffres par rapport à l'année dernière, et ça se vérifie là en ce moment. À l'instant où on se parle, ont lieu les Worlds de League of Legends, donc les mondiaux de League of Legends en Chine, qui est tous les ans le plus gros événement e-sport au monde. Et dès le match d'ouverture, la compétition a battu des records d'audience en atteignant encore une fois le million de spectateurs en pic. Donc on voit, alors qu'on pensait déjà avoir des taux de croissance qui étaient exceptionnels en 2019, en 2018, on voit le phénomène s'amplifier, et sans doute dû aux effets de la consommation d'e-sport et de gaming pendant le confinement. Nicolas, tu veux rebondir là-dessus ? Ouais, effectivement, parce qu'en fait, l'e-sport a bénéficié du fait qu'il n'y ait pas de rencontres sportives dans le monde entier, en fait. Et donc les gens, en termes de divertissement, pour beaucoup d'entre eux, il n'y avait plus de matchs de foot à regarder.
sont tournés vers l'e-sport. Et on l'a vu même sur les différents réseaux sociaux. Les gens ne partageaient plus de vidéos des meilleures actions de tel ou tel joueur, que ce soit au basket ou au foot, mais de streamers, de joueurs de jeux vidéo et de leurs performances dans effectivement des jeux de bataille royale où il faut survivre avec 30 kills à la suite par exemple, des choses comme ça. Et ça, c'est impressionnant et ça se perdure dans le temps. Et ça qui est intéressant dans ce que tu mentionnes, Thomas, c'est qu'effectivement, c'est pas juste un épiphénomène et que ça commence à rentrer dans les mœurs et que je pense que alors, c'est pas un bienfait, mais la pandémie a permis cette accélération de la démocratisation, en tout cas du e-sport et du gaming. Merci à vous deux pour ces brillants éclairages. Bon, si je comprends bien, les entreprises ont tout intérêt à rentrer dans le monde du e-sport. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Inno Aino. Au revoir, merci. Merci. Merci, au revoir. Retrouvez l'ensemble des épisodes d'Inno Aino sur les plateformes de streaming, sur le site de BNP Paribas Personal Finance et sur celui de l'échangeur. Et pour rester connecté aux dernières tendances retail, suivez l'échangeur BNP Paribas Personal Finance sur Twitter et LinkedIn.